L'objet de la réunion d'aujourd'hui, c'est Europe, la clé démographique. Autrefois, quand j'ai étudié l'économie, la démographie était une science auxiliaire de l'économie. Mais on pourrait dire aussi que l'économie, c'est réciproque, est une science auxiliaire de la démographie. Alors, qu'est-ce que l'on attend de la démographie? Eh bien, qu'elle soit une clé, non pas exclusive, mais une clé déterminante de la compréhension de la géopolitique et de la prospective. Alors, pourquoi parler de clé démographique pour l'Europe? Parce que l'Europe, c'est notre sujet principal d'étude, d'attention, et puis peut-être sentimental aussi. Ceci étant, pour bien comprendre l'Europe, il faut resituer l'Europe dans le monde, dans la géopolitique, sinon on a du mal à la comprendre, à comprendre les défis auxquels elle est confrontée, comment elle les analyse, comment elle tente de les résoudre. Et d'autre part, bien sûr, tout en s'intéressant à l'Europe, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'Europe, parce que, notamment sur le plan démographique, vous avez des évolutions très différentes qui sont en cours. Soyons clairs, il y a des pays qui sont en croissance démographique, pays européens, et vous avez des pays européens qui sont en décroissance démographique. Donc, la démographie est une clé de compréhension de l'Europe. C'est une clé déterminante parce que la démographie, c'est nécessairement la science du temps long. Une durée de vie humaine, c'est 80 ans, ça fait quand même beaucoup de temps. Et quand on fait des prévisions, si dans les variables que l'on tente de prévoir, s'il y en a une qui pèse lourd et qui est assez constante et sur lesquelles on peut faire des prévisions relativement fiables, c'est bien la démographie. On va parler tout à l'heure de l'horizon 2100. C'est loin l'horizon 2100. Mais à la limite, tous ceux qui auront 80 ans en 2100 sont déjà nés. Donc vous voyez que, en termes de prospective et de prévision, la démographie est une variable très importante et une variable relativement lourde. Donc, autre point sur la clé, pour bien utiliser la démographie, il faut quand même apprendre à utiliser quelques concepts démographiques, par exemple le taux de natalité, auquel d'ailleurs je préférais, et on va utiliser l'ICF, c'est-à-dire l'indice conjoncturel de fécondité. Taux de natalité, c'est le nombre de naissances pour 1000 habitants. L'ICF, c'est le nombre d'enfants par femme. Et celui-ci est beaucoup plus révélateur des tendances que nous observons aujourd'hui autour de nous. Donc ça, c'est un des concepts. On en verra un autre dans un instant. Donc, démographie, clé de compréhension du monde tel qu'il est et tel qu'il va. Je vais rappeler des notions de base comme l'approche statique des phénomènes, mais aussi l'approche dynamique des phénomènes. Alors, ça a l'air d'être un peu pédant et nouveau. C'est vrai qu'en économie, ça fait 2 siècles à peu près qu'on parle de ça, mais soyons clairs, même les latins, les romains se posaient la question. Unde venis, d'où viens-tu? Ubi es, où es-tu? Et quo vadis, où vas-tu? Ce sont les questions de base que chacun se pose pour soi-même et que toute société se pose pour elle-même. Et l'Europe étant une société, au-delà des sociétés nationales, donc elle doit se poser ces questions et bien sûr y répondre. Alors, quelles sont les questions qu'on va se poser autour de la démographie? La première, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on constate? Quels sont les phénomènes qui sont devant nous? Deuxièmement, pourquoi? Il faut bien sûr les expliquer. Troisièmement, porter une appréciation. Ça me rappelle un peu le titre d'une pièce de Diderot, est-il bon, est-il méchant? Ce que l'on constate, c'est bien ou c'est pas bien? Et bien sûr, décider en termes d'action. Est-ce qu'on accompagne l'évolution constatée si on considère qu'elle est bénéfique? Ou au contraire, est-ce qu'on va s'efforcer de corriger ce que l'on constate dans la mesure
où on pense que ça nous posera demain des problèmes bien plus graves encore que ceux d'aujourd'hui. Le plan, 3 parties. La première, ça va être l'évolution de la population mondiale. Je vous ai dit, il faut situer l'Europe dans son environnement, et l'évolution de la population mondiale est importante et déterminante. Deuxièmement, de constater et d'expliquer une évolution géographique différenciée, à la fois autour de l'Europe, le monde, mais aussi à l'intérieur de l'Europe. Troisième grande partie, que faire face aux constats qu'on aura faits et aux diagnostics que l'on aura portés. Donc, première partie, l'évolution de la population mondiale. Il dit, si tu as le plan de la première partie, dans cette première partie, on va commencer par voir l'histoire. L'histoire, alors, on va le construire rapidement. Dans un premier temps, on construit des axes coordonnés. Je pense qu'en 2100, la population pourrait atteindre à peu près 11 milliards d'habitants. Ça, c'est la première hypothèse. Avant de revenir sur ces prévisions, pourquoi ce point d'inflexion? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que la plupart des pays, notamment presque tous les pays développés au monde, ont franchi ce qu'on appelle la transition démographique. Alors cette notion de transition démographique est très importante. Elle a été inventée par un Français, Adolphe Landry, qui a publié un bouquin en 1934 pour justement analyser cette transition démographique. Autrefois, la population progressait, on le voit sur le graphique, mais elle progressait parce que le taux de natalité, ou prenons l'indice conjoncturel de fécondité, était élevé. Il était élevé pour compenser un taux de mortalité qui lui-même était élevé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle? Eh bien, le taux de mortalité s'est réduit, notamment du fait des progrès de la médecine et de l'hygiène. Je vous rappelle qu'il y a un médecin, je crois, autrichien, qui était obstétricien, s'est aperçu que le taux de mortalité de ses clientes après accouchement diminuait lorsqu'ils se lavaient les mains. Donc, il imposait à tous ces médecins de se laver les mains. Effectivement, le taux a diminué. On ne savait pas pourquoi. Ceci étant, tous ses confrères et concurrents ont dit que c'était des idées un peu stupides et ils ont continué à ne pas se laver les mains, naturellement à faire mourir leurs patients. Donc, vous voyez que l'évolution, parfois, résulte d'initiatives qui ne sont pas nécessairement étayées par la science. Ce n'est que par la suite qu'on a compris que l'invention, en quelque sorte, la précaution était géniale et que les concurrents qui méprisaient cet inventeur génial, eux-mêmes étaient dans la stupidité et y étaient restés. Donc, diminution du taux de mortalité, et à ce moment-là, eh bien, il n'était plus nécessaire pour avoir une progression de la population, d'avoir une natalité aussi élevée, et spontanément, sans qu'il y ait de politique qui l'ait voulu, recherché, les taux de natalité se sont réduits pour trouver un nouvel équilibre dynamique qui permettait une croissance de population, mais en élevant moins d'enfants. Alors, quelles sont les raisons? Je ne vais pas vous les donner exhaustivement parce que tout au long de l'exposé, on va en rajouter de nouvelles. Mais bien sûr, la première, c'est le développement économique. Et dans le développement économique, le développement de tout ce qui tourne autour de la médecine, à la fois d'une façon curative et aussi et surtout de façon préventive. Deuxième raison aussi, c'est l'éducation des filles. Alors, ça a l'air banal aujourd'hui, mais jusqu'au début du XXe siècle,
l'éducation était quasiment un monopole pour les garçons. Hein. L'enseignement pour les filles est venu un peu plus tard. Ceci étant, celles-ci ont bien pris leur revanche parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que les filles ont des taux de succès qui sont supérieurs à ceux des garçons dans les études secondaires et supérieures. Alors, pas nécessairement dans les mêmes matières, c'est ça qui est encore quelques différences. Et accompagnant la baisse de la fécondité, on a eu aussi un allongement de l'espérance de vie. Donc, vous voyez, la baisse de la fécondité est permise par diminution de la mortalité et allongement de l'espérance de vie. Et c'est le franchissement de la transition démographique qui a permis ce point d'inflexion, c'est-à-dire le changement d'orientation de la courbe. Alors, la population mondiale a connu un taux de croissance le plus élevé dans les années 65-70, puisque le taux de croissance de la population était supérieur à 2%, et aujourd'hui, il est descendu à 1%. Si on examine l'indice conjoncturel de fécondité, il était au niveau mondial de 3,99, presque 4 enfants par femme dans les années 75, et il va descendre aux alentours de 2,5 enfants par femme vers 2030 au niveau mondial. Grâce, je vous le rappelle, au développement économique, au développement de la santé publique et de l'éducation des populations. Alors, maintenant, regardons un peu les prospectives. Alors, quand on fait de la prospective, quand on fait des prévisions en général, il faut savoir qu'il y a une partie des prévisions qui est à l'encre et une autre partie qui est au crayon. Alors, ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce qui est à l'encre, c'est-à-dire ce qui est quasiment, qui a une probabilité de survenance qui est très élevée. Et puis, on verra au crayon des scénarios qui sont en concurrence les uns avec les autres. L'ONU, dans les prévisions dont je vous parlais tout à l'heure, prévoit à peu près, nous sommes à 7 milliards 800 millions à peu près aujourd'hui, prévoit 9 milliards 700 en 2050 et près de 11 milliards en 2100. Donc, vous avez sous les yeux cette projection de l'ONU qui n'est pas la dernière. Mais cette projection de l'ONU qui, vous voyez la courbe avec son inflexion et on arrive effectivement à 2100 aux alentours de 11 milliards. On reviendra tout à l'heure sur la composition, où est-ce que les populations croissent. On verra dans un instant. Mais en opposition à cette prévision plutôt optimiste de l'ONU, vous en avez une autre qui émane notamment de deux Canadiens qui ont publié un bouquin qui s'appelle La planète vide. Et que disent-ils? Ils disent en fait, après 2040-2050, la population va commencer à diminuer, et non pas au-delà de 2100. Elle va commencer à diminuer beaucoup plus tôt et on ne dépassera jamais les 9 milliards d'habitants sur Terre. Alors, quelles sont les raisons? Les raisons, c'est bien évidemment que les populations qui n'ont pas encore atteint la transition démographique vont l'atteindre un peu plus vite que le prévoit l'ONU. Soyons clairs, pour fixer les idées, où va se concentrer l'évolution démographique? Eh bien, en Afrique. En Afrique, il y a à peu près 1 milliard 500 millions d'habitants aujourd'hui et on en prévoit 4 milliards en 2100.
Donc, le continent qui devrait se développer le plus vite, c'est le continent africain. Ceci étant, il est possible que le franchissement de la transition démographique soit accéléré. C'est ce que nos deux Canadiens anticipent. Ils disent que les facteurs qui devraient accélérer les choses sont bien sûr l'urbanisation, parce que le développement économique est accompagné et même expliqué par l'urbanisation. D'ailleurs, en France aujourd'hui, les urbains sont plus nombreux que les populations rurales. Alors que la France était caractérisée depuis le début du XXe siècle par une population essentiellement rurale. Et le changement d'implantation s'est fait, et comme la France était en retard sur ce plan-là, elle se fait d'une façon accélérée depuis à peu près 40 ans. Donc, premier point, c'est l'urbanisation. Et ça me permet de vous dire qu'aujourd'hui, l'une des caractéristiques de notre évolution sociétale, c'est la métropolisation. Alors, je ne parle pas de la métropolisation au sens administratif du terme qui concerne Metz, mais au sens de concentration en zone urbaine de la population. Et si on va un peu plus loin, vous avez Guy Lui qui explique aussi la naissance de la société périphérique, parce que la métropolisation se traduit par une hausse des coûts de l'immobilier qui a tendance à repousser en périphérie tous ceux qui n'ont pas les moyens de faire face aux nouveaux coûts de l'immobilier. Donc ça, c'est une des grandes caractéristiques actuelles qui semble bien installée dans l'ensemble des populations du monde. Urbanisation. Deuxième chose, qu'est-ce qui était favorable aux naissances? Eh bien, les religions. Notamment la religion catholique, je vous rappelle, Humanae Vitae, 66, Paul VI, au lendemain du Vatican II. On attendait une encyclique assez tolérante et en tout cas s'adaptant au monde contemporain, puisque c'était le mot d'ordre de Vatican II. Et alors là, surprise, c'est désagréable. Humanae Vitae récuse tout contrôle des naissances, y compris les contrôles naturels. Je me souviens même d'un curé qui avait du mal à justifier l'enseignement du pape en ce temps-là. Donc, on voit bien que les religions sont plutôt en faveur du développement démographique, mais comme les religions pèsent de moins en moins lourd, on connaît la sécularisation et puis maintenant la déchristianisation pour ce qui concerne, disons, l'Occident. Donc, moindre pouvoir des religions, et d'autre part, émancipation des femmes. L'émancipation des femmes étant liée à tous ces phénomènes. Vous avez par exemple Luc Ferry qui a écrit un livre sur le mariage d'amour. Alors, ce n'est pas du tout sentimental, hein, ce n'est pas un romantique, Ferry. Bon, peut-être un peu, mais quand il fait de la philosophie, un peu moins. Tout simplement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'autrefois on était dans une société confinée, dans le village, où tout le monde se connaissait, où les commères étaient derrière leur rideau, eh bien les jeunes filles ne pouvaient difficilement choisir leur conjoint. C'est la famille qui choisissait pour elles, et elles étaient plutôt mariées qu'elles ne se mariaient. Et grâce au développement économique, eh bien, pour trouver un job, il a fallu aller en ville. Et en ville, on échappe à sa famille, on échappe aux voisins, on échappe à la pression de l'opinion publique et on peut choisir son conjoint. Et à ce moment-là, bien évidemment, les critères de choix ne sont plus d'agrandir le patrimoine pour avoir des gains de productivité dans le monde rural, c'est tout simplement le choix de la personne. Donc, on voit que l'urbanisation participe à l'émancipation des femmes et en plus, l'éducation s'est généralisée plus facilement en ville qu'à la campagne. Voilà les facteurs qui expliquent une accélération de la transition démographique et qui expliquent que l'hypothèse de la planète vide, c'est-à-dire moins pleine que ne le prévoit l'ONU, est une hypothèse tout à fait crédible. On pourrait dire aussi, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas assez de cette hypothèse, c'est que tous les collapsologues
les écolos qui vous prédisent la fin, les Greta Thunberg, par exemple, doivent brandir l'épouvantail de cette population qui explose et menace la survie de la planète. Il faut pouvoir prévoir le pire pour faire peur, sinon on n'est pas très efficace. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que par exemple Jean Covici est un écolo, mais c'est un écolo polytechnicien. Donc il fait attention à étayer un petit peu les propositions qu'il présente. Et Jean Covici dit les écolos redoutent les gaz à effet de serre. Et un moyen d'éviter les gaz à effet de serre, c'est de généraliser l'énergie nucléaire. D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes à la fission de l'énergie nucléaire, et vous savez que les Français, et pas seulement eux, étudient la fusion. La fusion, ce sera encore bien plus efficace, et ça supprimerait les déchets. Donc, l'avenir, dit-il, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Et pourquoi est-ce que des politiques n'acceptent pas ça? Parce que si on généralise l'énergie nucléaire, eh bien, on ne peut plus brandir l'épouvantail des gaz à effet de serre. Il y en aurait beaucoup moins. Et si on ne peut plus utiliser cet épouvantail, on ne peut plus agir sur les comportements de consommateurs de nos concitoyens. Donc, vous voyez qu'il y a dans toute cette affaire des risques de manipulation. En gros, quand on parle de démographie, il y a deux dangers. Les Cassandres, ceux qui prédisent que la planète ne peut pas résister à l'explosion démographique, et les Pangloss. Alors, je vous rappelle qui était Pangloss. Pangloss était le professeur de philosophie de Candide. Candide ou l'optimisme. Et Candide était un croyant en la philosophie de Leibniz. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout va bien. Pourquoi voulez-vous qu'on se fasse du souci quand tout va bien, quand finalement la Providence veille sur nous et nous conduit là où nous souhaitons aller? Donc, attention, il faut essayer d'avoir une approche qui soit la plus rationnelle possible face à tous ceux qui veulent nous manipuler. Et ils sont assez nombreux dans les deux camps. Alors, question, entre ces deux options, y a-t-il une asymptote à l'évolution de la population? Alors, si on regarde l'histoire, on va retrouver des asymptotes. Le plus célèbre, c'est Malthus. Malthus, économiste, mais pasteur de son État, fin 18e siècle, début 19e. Et Malthus disait, attention, l'évolution de la population progresse selon une progression géométrique. C'est-à-dire, pour passer d'un terme au suivant, il faut multiplier par la raison. Prenons 2. Premier terme 2, le deuxième 4, après c'est 8, 16, vous voyez, ça va assez vite. Et il disait, attention, l'alimentation du monde ne progresse pas au même type. C'est une progression arithmétique. Les termes se définissent, 2, on rajoute 2, ça fait 4, on rajoute 2, ça fait 6, et vous voyez que les deux courbes ont tendance à diverger. Donc, conclusion, si vous ne voulez pas que la régulation de la population se fasse par la famine, il faut anticiper les évolutions et contrôler les naissances. Donc, ce qu'un protestant pouvait dire, un catholique ne pouvait pas, compte tenu de ce que je vous ai dit précédemment. Mais le premier, le plus connu en tout cas, ça reste Malthus, et on parle de néo-malthusianisme quand on se dit qu'il faut maîtriser la population mondiale. Il y a un autre qui disait ça, un écolo célèbre, c'était Cousteau, le commandant Cousteau. Mais j'ai tendance à penser qu'il était plus intelligent sous l'eau, comme on dit des Belges, ils ne sont pas bêtes au fond de l'eau. Cousteau pensait qu'il ne fallait pas que la population mondiale dépasse à peu près 800 millions d'habitants. Vous voyez que, franchement, il était en dehors des clous et beaucoup trop inquiet. Jean Covici, dont je parlais tout à l'heure, en faveur du nucléaire, mais Jean Covici pense qu'effectivement, il n'y a pas de contrainte d'alimentation. À 11 milliards, la planète peut nourrir 11 milliards d'habitants. Si aujourd'hui on connaît des famines, ce n'est pas par insuffisance de production, c'est plutôt des problèmes de répartition. Et à la limite, ce qui se passe au cours de l'Ukraine, qui a du mal à exporter ses céréales,
et la Russie y est pour quelque chose, eh bien, on voit bien le problème. C'est un problème politique, un problème stratégique de répartition, d'exportation, et non pas du tout un problème de production. Ceci étant, s'il n'y a pas d'asymptote en termes d'alimentation, il y a quand même une asymptote en termes de consommation de produits non renouvelables. On a dépassé le pic de consommation du pétrole, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais plus extraire autant de pétrole qu'on a fait ces derniers temps, et on est, alors ça va prendre du temps bien sûr, c'est pas pour demain, mais on est quand même au-delà du pic, donc on aura une production qui devra se réduire progressivement, même si on découvre de nouveaux gisements. Donc, la régulation ne devrait pas se faire par la famine, mais quand même par l'épuisement des ressources non renouvelables et par la pollution progressive de la planète. Donc, il y a bien une asymptote, mais cette asymptote, elle est un peu plus compliquée que ce qu'on veut bien nous dire. Par exemple, vous avez l'empreinte carbone que laisse la population sur la Terre et on nous dit, attention, vous avez dépassé le 25 août le niveau de consommation des ressources renouvelables. Au-delà, vous êtes dans le non renouvelable. Donc, on est en phase d'appauvrissement. Alors, c'est plus un instrument de communication qu'un instrument de gestion. C'est l'utilisation de l'empreinte carbone, d'empreinte écologique pour définir le jour de dépassement. C'est un concept que Luc Ferry, lorsque je traduis, utilise comme un trompe-couillon, hein, c'est-à-dire c'est fait pour manipuler les foules en brandissant cet épouvantail, parce qu'en fait, ils ont défini 5 domaines, ils transforment tout ça en hectares global. Bon, autrement dit, c'est une vaste opération de manipulation. Mais il n'en reste pas moins que la contrainte écologique existe quand même. Alors, ceci étant, si on essaie de voir ce qui se passe, la majorité de la population mondiale est dans des pays aujourd'hui encore en voie de développement, soyons clairs, sous-développés, mais ils n'émettent que de 13 à 15% des émissions de gaz à effet de serre. Ce n'est pas le volume de la population qui est à l'origine de l'émission, c'est bien plutôt les styles de consommation. C'est de prendre souvent l'avion, souvent le TGV, de circuler beaucoup en voiture individuelle, de se chauffer beaucoup au gaz, c'est tout ça qui est plutôt à l'origine. C'est pas la pollution n'est pas proportionnelle à la population, elle est fonction de la structure de consommation. Alors, question, Guy, est-ce que tu as accès à tes tableaux? Oui. Bon, est-ce que tu peux retrouver les schémas de pollution, d'une part, et d'autre part, le deuxième, la population qui intègre ces différents styles de consommation. Alors, pendant que l'on recherche, il faut bien voir que c'est donc... Alors, voilà, vous avez ici, alors dans les ordonnées, l'augmentation de la température. Vous voyez, ça va de plus 1% à plus 5%, et à l'horizon 2100. On voit sur l'axe des abscisses. Et à partir de là, on a défini 5 Ce sont saisons. des degrés, pas des pourcentages. Pardon? Ce sont des degrés, pas des pourcentages. Oui, oui, c'est des degrés. Hein. C'est des pourcentages, oui, ce sont des degrés. Hein. Heureusement, ce sont des degrés.
Et vous voyez bien, on a défini cinq scénarios. Le scénario 1, c'est celui où on émet le moins de gaz à effet de serre. Et le 5, on continue de consommer comme aujourd'hui, c'est celui qui générait le réchauffement le plus élevé. Alors, le deuxième schéma d'évolution des populations, Guy, voilà. Donc, vous avez en abscisse le temps, 2100, en ordonnée la population, en haut 13 milliards. Et vous voyez que, paradoxalement, ce sont les deux scénarios extrêmes, le 1, le plus écolo, si je puis dire, et le 5, la plus grande consommation en maintenant la structure de consommation actuelle, qui permettent d'avoir une population qui n'explose pas, mais qui reste de l'ordre de 8 milliards d'habitants en 2100. La conclusion, c'est que ce n'est pas la population qui va être déterminante, c'est bien la structure de consommation. C'est bien la structure de consommation, c'est bien le style de vie. Donc, il faut éviter les Cassandres, c'est-à-dire la collapsologie, la nécessité de la décroissance, mais en même temps, il ne faut pas penser qu'on peut continuer comme aujourd'hui, parce que si on continue comme aujourd'hui, eh bien, le réchauffement sera important. Donc, évitons les épouvantails. C'est difficile de débattre aujourd'hui d'une façon rationnelle. C'est ce que Pierre Nora a dit il y a peu de temps, quand il a mis fin à sa revue qui s'appelait Le Débat, qui a duré 40 ans. Dans Le Débat, il rassemblait des spécialistes de tout poil qui s'intéressaient à des sujets importants pour la société, mais qui abordaient les questions d'une façon rationnelle et non pas militante, avec des préjugés avant de procéder à une étude. Et il dit, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Aujourd'hui, on ne peut plus débattre d'une façon rationnelle. La violence est partout, les condamnations sont là, et à la limite, plutôt que d'échanger des arguments dans l'université, on échange plutôt des coups devant les tribunaux. Et c'est assez impressionnant, les intellectuels qui se font assigner devant les tribunaux tout simplement pour avoir essayé de présenter leurs idées d'une façon rationnelle. Bon, en conclusion de cette première partie, ce qui serait éminemment souhaitable devant ces problèmes, c'est de pouvoir établir des diagnostics communs résultant d'un débat rationnel et d'échanges, d'essayer, ayant établi un diagnostic commun, de rechercher des objectifs qui eux-mêmes soient communs plutôt que des oppositions, et bien sûr de définir des politiques adaptées au constat que l'on aurait fait en commun. Alors bien sûr, j'ai en face de moi un politique et nous sommes dans le domaine du rêve, n'est-ce pas? Alors, à vous de jouer à la fin de cette première partie. Qu'est-ce que vous voulez, comment voulez-vous intervenir en contestation, en information complémentaire, en expérience personnelle? À vous de jouer. Y a-t-il des réactions, des contestations? Je vais me permettre une toute petite, un tout petit complément d'information que j'ai lu ce matin sur les réseaux sociaux. C'est que les vaches qui sont tant décriées par une partie des écologistes, eh bien, en fait, participent du stockage de CO2. Parce qu'en réalité, les prairies qui sont consommées en herbe par les vaches, plus elles consomment cette herbe, plus l'herbe va stocker en profondeur, va créer des puits de carbone. Alors qu'on pensait que les vaches étaient émetteurs de méthane et que ça pouvait poser des problèmes. Donc,
voilà, au fur et à mesure qu'on affine un petit peu les recherches, on s'aperçoit que les grands slogans qui étaient lancés, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour faire peur, eh bien, ces grands slogans ont un corollaire qui est parfois le contraire de ce qui est annoncé. Voilà, c'était juste un Oui, histoire de. je pense que comme tout développement scientifique, des découvertes doivent être publiées avec des informations sur les observations qui ont été faites, comment ont-elles été conduites, etc., pour que par ailleurs, d'autres scientifiques refassent des expériences et confirment ou infirment les premiers constats, parce que là aussi, on peut nous induire en erreur, on ne serait pas capable de le voir. Donc, on revient dans le débat, mais à la limite, ce sont les conditions de développement de la science. C'est la multiplicité des expériences qui confirme. Ça, c'est la méthode. On va revenir sur la méthode scientifique, mais effectivement, il faut que ce soit corroboré en d'autres endroits par d'autres spécialistes. Dominique voulait prendre la parole. Moi, je veux bien dire un mot sur le sujet. Je pense que la démographie est en permanence à l'ordre du jour de toutes les analyses que font tous les spécialistes de l'évolution du monde, hein. Ce n'est pas un sujet du tout qui est bénin. Et j'en veux pour preuve que ce que l'on croyait quand on était enfant, c'est les Chinois qui se multiplient à l'infini, les Japonais qui constituaient un danger pour le monde. On s'aperçoit que le Japon est en effondrement démographique, la Corée du Sud est en effondrement démographique, que la Chine est en effondrement démographique et qu'une bonne partie des pays d'Europe est en effondrement démographique. Nous, un peu moins que les autres, mais on prend le même chemin, surtout en Lorraine. Alors, je pense que c'est des sujets qui sont très, très établis. Mais dans la pensée des gens, c'est le voisinage qui compte. C'est-à-dire, c'est ceux qui sont comme moi, et donc c'est l'invasion. Et ce qui se passe en Afrique, où justement, ce continent continue à avoir un développement démographique important, hein, même s'il y a d'ailleurs des évolutions, je pense à l'Égypte ou à certains pays, disons, de culture musulmane, qui se mettent à avoir une fécondité par femme qui diminue, hein, qui se rapproche presque de la normale, enfin qui se rapproche, qui est autour de 2,5 par là en ce moment, hein. En fait, c'est l'Afrique qui fait peur. Et quand on parle euh, des problèmes liés à la Méditerranée, dernière visite du pape, etc. C'est dans l'inconscient collectif, hein, c'est l'Afrique qui déborde, hein. Et donc, il y a bel et bien une culture de la démographie dans la tête des gens, mais elle est en même temps géopolitique, elle n'est pas seulement technique, hein, avec des chiffres et des courbes, hein. Elle est géopolitique, elle est culturelle, hein. Et il ne faut pas le perdre de vue, hein. Les théorèmes du Front National sur le grand remplacement, etc., ça percole, hein, dans l'esprit des gens. Et on vous dit, es-tu déjà allé dans le 13e? As-tu pris le métro à tel endroit, etc. Regarde autour de toi. On s'aperçoit que d'ailleurs c'est très faisable puisque, manque de chance, les Parisiens sont ceux qui votent le moins à l'extrême gauche, hein, à l'extrême droite, pardon, hein, alors que c'est eux qui fréquentent le plus des gens différents, hein. Il n'empêche que ça fait peur et cette démographie-là, elle est davantage tournée vers la culture que vers les chiffres. Et elle fait peur à ce titre-là et elle est quelque part un élément essentiel de la façon dont les uns et les autres on envisage la suite, y compris dans nos pays en déclin démographique. Vous voyez l'Allemagne, où c'est la catastrophe des catastrophes, hein. S'ils n'avaient pas eu l'arrivée des Syriens, auparavant des Turcs, maintenant des Ukrainiens, mais ils sont en train de vider l'Ukraine, hein, tranquillement. Il y a eu presque 1 million d'Ukrainiens en Allemagne, qu'ils intègrent, qu'ils ont organisé au plan de la prise en compte, eh bien, l'Allemagne serait dans une situation dramatique, hein, voilà. Prenez le cas de la Sarthe, tout près de chez nous, c'est ça, hein, c'est le vieillissement généralisé, l'explosion des EHPAD, et puis les écoles à moitié vides. D'accord. Bon, alors,
Monsieur le maire vient d'anticiper sur ce que je vais vous dire. C'est la suite. Oui, Alors, excusez-moi. non, mais ça tombe bien, ça me permet de faire une annonce en même temps. Parce que le point suivant, c'est l'évolution géographique différenciée. Donc, on arrive en plein sur ce que vous venez de dire. Ça me permet de dire aussi ce que seront des interventions suivantes. Aujourd'hui, on focalise sur la démographie. Je compte faire une autre réunion sur les migrations dans le monde, à la fois immigration et émigration. Et puis, pour aller toujours dans le sens de ce que vous venez de dire, une troisième sur l'islam. Pourquoi? Bon, soyons clairs, ce qui pose notamment problème en France, et pas seulement en France, c'est l'arrivée de musulmans en nombre important et géographiquement concentré. Alors, voilà les étapes qui permettront de balayer, de revenir sur ce que vous avez dit. Effectivement, il faut regarder tout ça. Alors, j'attaque les évolutions géographiques différenciées s'il n'y a pas d'autres interventions. Alors, quels sont les constats que l'on peut faire? C'est tout d'abord à l'intérieur de l'Europe, la différence entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Notamment, en ce qui concerne l'Europe de l'Est, il y a beaucoup d'émigration. Alors, pendant que j'en parle, si Guy peut ressortir un tableau sur l'évolution démographique par pays. Hein, non, ils vont prendre les difficultés voilà, de lire ça. Vous avez tous les pays de l'Union européenne, donc 27 pays, avec la population au 1er janvier de 2019. Mais ce qui serait intéressant, c'est de voir deux choses. Tout d'abord, la première colonne, c'est l'accroissement naturel. Alors, comme c'est sur un an, c'est infinitésimal. Ce que je vous propose, c'est de multiplier par 10, parce que les évolutions démographiques ne sont pas bouleversées d'une année sur l'autre. On multiplie par 10 les évolutions et vous allez voir que ça devient tout de suite un peu plus important. L'Allemagne, par exemple, si on regarde son évolution naturelle, en 10 ans, elle va perdre 20% de sa population. Vous voyez, ce n'est pas négligeable, 20% de la population. L'accroissement naturel. Mais il y a pire que l'Allemagne. Vous avez la Bulgarie, 66% de sa population. Et vous comprenez un peu ce que Milan Kundera a pu écrire dans L'Occident kidnappé, c'est que ces pays-là sont petits, d'une part, voient l'accroissement naturel diminuer, notamment du fait de l'immigration. On l'a vu en Allemagne de l'Est. Dès qu'il y a eu la réunification de l'Allemagne, eh bien, les élites, si je puis dire, les jeunes élites d'Allemagne de l'Est ont migré vers l'Ouest pour s'assurer une vie meilleure le plus vite possible et sont restés en Allemagne de l'Est ceux qui ne pouvaient pas migrer, qui n'avaient pas les moyens ou les passeports universitaires permettant d'aller s'installer à l'Ouest. Et ces évolutions ont été pires dans certains pays, et notamment la Bulgarie fait partie de ces pays. Il y a, je crois, 30% de la population bulgare qui est dans la diaspora, hein, qui a émigré. Et la Bulgarie s'interroge sur sa survie parce que ça reste quand même un petit pays. Hein. D'ailleurs, on doit le voir ici, vous avez 7 millions de population résidant encore aujourd'hui. Donc 66%. La Croatie, ça ferait 39%. L'Espagne, c'est moins grave, mais ça ferait 12%. L'Estonie, 10%. La Finlande,
La Finlande, qui est, sur ce plan démographique, est à l'est, 13%. La Grèce, 32%. La Hongrie, 39%. Lettonie, 49%. Bon, vous voyez, quand il y a des moins, on est souvent à l'est. Ça, c'est le premier constat, et ça peut expliquer le fait qu'il y ait une opposition maintenant entre l'Est et l'Ouest. Ça n'explique pas tout, mais c'est une des grandes causes. Et si on se déplace vers la droite, on voit l'évolution due aux migrations. Et quand on... Non, non, tu vas trop vite là. Voilà. Il faut regarder l'ensemble. On voit que les migrations actuelles masquent les évolutions. L'Allemagne, au lieu de risquer de perdre 20% de sa population, en 10 ans, elle aurait gagné 27%. Et vous voyez bien que si elle gagne 27% de sa population, bien évidemment, le métissage dont on parlait tout à l'heure, il va prendre de l'ampleur. En revanche, la Bulgarie, elle n'attire pas beaucoup de monde. Et au lieu de baisser de 66, elle baisserait de 71. Donc, la migration, l'immigration pour elle n'est pas une solution à son problème. Elle a du mal à attirer du monde. Je ne vais pas aller plus loin. Si on regarde en résultante, la Lituanie, ça fait quand même moins 53, la Lettonie, moins 75. Effectivement, on peut s'interroger sur l'avenir de ces pays, toutes choses égales d'ailleurs. La Roumanie aussi, ça ferait 66. Et vous voyez bien que c'est les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, qui sont concernés dans cette évolution. Bon, donc ça, c'est le premier point. Si on regarde du côté de l'Afrique maintenant, la jeunesse africaine est en pleine expansion et avec des taux de fécondité très différents, comme le disait M. le maire tout à l'heure. Par exemple, au Maroc et en Tunisie, les indices conjoncturels de fécondité sont voisins du taux de remplacement. Je vous rappelle que le taux de remplacement, c'est 2,1 enfants par femme. Donc, eux, ils y sont quasiment. Mais vous avez certains pays, notamment d'Afrique subsaharienne, qui ont des ICF qui sont encore de l'ordre de 4,6 en moyenne enfants par femme. La France serait aux alentours de 1,8. Alors je vous dis serait parce que c'était le chiffre qu'on avait, mais je viens de lire un article d'aujourd'hui qui nous dit qu'en 2023, la diminution de population, de naissance, pardon, par rapport à l'année dernière est de 20%. Donc vous voyez, nous sommes en train d'aggraver la situation en France. Donc c'est une affaire non seulement à suivre, mais on verra dans Que faire tout à l'heure ce qu'il faudrait faire pour enrayer cette évolution tout à fait défavorable. Et ce qui va se passer dans les 30 ans qui viennent, c'est que la moitié de l'accroissement de la population mondiale sera concentrée dans 10 pays. Je vous rappelle qu'il y a aux Nations Unies pas loin de 200 pays. Donc la concentration se fera dans 10 pays, notamment l'Inde, 273 millions de plus, le Nigeria, 200 millions, et ensuite le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, l'Indonésie, l'Égypte et les États-Unis d'Amérique, qui ont une évolution très différente du reste de l'Occident. Les 47 pays les moins développés connaîtront une croissance démographique qui sera aussi très rapide, ce qui constitue pour elles ce qu'on appelle un dividende démographique. Je ne sais pas si vous connaissez la notion de dividende démographique. Ça veut dire que dans l'évolution, dans leur population,
ils vont avoir une part très importante, beaucoup plus importante que le reste du monde, de jeunes en état de travailler. Donc c'est une opportunité pour donner un coup d'accélérateur au développement. Alors, notamment, c'est une des ressources, c'est avoir des jeunes, et avant que les vieux de plus de 65 ans ne pèsent lourd. C'est ça qui est important. Si la dépendance pèse lourd, elle va compromettre le développement. Mais si en revanche, vous avez beaucoup de jeunes et très peu de plus de 65 ans, sur le plan démographique, c'est une opportunité. Alors bien sûr, pour qu'il y ait du développement, il faut aussi une capacité d'investissement financière. Prenons un exemple, l'Algérie va avoir beaucoup de jeunes. L'Algérie a des moyens financiers extraordinaires avec son pétrole. Bien sûr, il faut une troisième condition, c'est que les politiques soient à la hauteur des problèmes à résoudre, à la fois sur le plan intellectuel, il faut être capable d'initier les conditions du développement, et d'autre part, sur le plan de l'honnêteté, il faut éviter de taper dans les caisses et se constituer des patrimoines personnels assez consistants avec des yaks du côté de Marseille, ça aussi. Et vous voyez très bien, soyons clairs, qu'aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies, notamment en Algérie. Hein. Mais le dividende démographique, c'est une opportunité qui, je pense, sera saisie dans un certain nombre de pays, mais malheureusement, peut-être pas dans tous les pays où elle va se présenter. Donc, cette évolution différenciée peut être une chance à certains endroits. En revanche, vous allez avoir une sorte d'extinction des feux en Europe orientale et en Asie de l'Est. Notamment, on nous l'a dit, je ne sais plus comment vous appelez, là, monsieur le maire, enfin, je ne vous entends pas. Oui, je suis maire honoraire, donc ce n'est pas défendu de m'appeler monsieur le maire, mais on peut aussi m'appeler Dominique. Hein. Ça va Bon, très bien. Dominique, entre nous. Donc, ça éclaire tout à fait, ça confirme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le Japon, effectivement, est en naufrage en quelque sorte démographique. Et il y a pire que le Japon, c'est, comme vous le disiez, la Corée du Sud. Et ce qui est important et qui commence à interpeller les Américains, c'est ce qui se passe en Chine. La Chine est en diminution de population. Soyons clairs aussi, il semble qu'elle ait des difficultés économiques, anticipées en quelque sorte par Xi Jinping. Le problème, c'est quelle est la solution qu'il apporte à ces évolutions plutôt négatives? Eh bien, c'est de renforcer l'autorité, voire la dictature, et le nationalisme, et d'avoir des programmes militaires qui l'accélèrent. C'est trop souvent, dans des pays qui connaissent des difficultés, la porte de sortie. Hein. Vous avez la même chose en Turquie hein, aussi. Bon. Donc, il faut faire attention, la démographie pèse lourd et ça se traduit très généralement sur le plan économique et très vite social et politique. Donc, voilà où nous en sommes. Alors, deuxième, ça c'est une vision assez globale. Si, Guy, est-ce que tu as la projection 2100 par grand continent? Tu l'avais tout à l'heure. Alors, voyons ce qui va se passer en... bon. Alors là, on l'a d'une façon quantitative. Vous voyez bien l'Afrique. Donc, on ne voit pas... Enfin, 2100, je vous parlais de 4 milliards, là, 3 milliards 917, disons 4 milliards. C'est là qu'il va y avoir une évolution. Bon, si on regarde en 2075, la plus importante, c'est l'Afrique, 121%, et en 2100, c'est encore pire. Le pôle de développement, c'est celui-ci. Ce qui est intéressant
aussi, c'est de voir l'Asie tout de suite. En 2075, vous voyez 5 milliards, donc l'autre pôle important en valeur absolue, c'est celui-là. Mais si on regarde la dérivée, le taux de croissance est quand même assez faible. Hein. Donc, en Asie, ce qui progresse encore, c'est l'Inde. L'Inde vient de dépasser la Chine et va continuer de progresser, alors que la Chine a commencé déjà à régresser en termes de population. Donc, c'est ça les grandes évolutions. L'autre grande évolution concernant quand même l'Occident, euh, euh, on voit l'Amérique septentrionale s'en sort du fait des États-Unis, mais l'Europe, moins 14% en 75, vous voyez, l'Europe est en décroissance, entrée en décroissance, pas encore aujourd'hui, mais après 2030, on sera décroissant. Donc, voilà les grandes masses mondiales. Maintenant, je focalise sur l'Europe. Alors, l'Europe en 2022, 445 millions, et nous sommes sur une trajectoire de moins 2% par an. En 2030, aux alentours de 444 millions. Alors, légère croissance de certains États sur cette décennie. Alors, en croissance, l'Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Finlande, France, Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Suède. Et tout le reste, bien sûr, en décroissance. Et si on regarde l'Europe globalement, y compris la Russie, c'est pas brillant ce qui se passe en Russie, elle est déjà en décroissance, eh bien, l'Europe, d'ici 40 ans, chuterait de 743 millions à 500 millions avec la Russie. Eurostat, donc statistique de l'Union européenne, nous dit qu'on passerait de 447 millions en 2020 à 420 millions en 2080, et en intégrant quand même 2 millions de migrations par an. Conclusion, en 2080, un tiers de la population serait une population importée à cette date. Alors, là, j'en profite pour vous dire qu'il faut faire attention à deux, trois choses. La première, c'est la définition d'un immigré. L'INSEE définit en général est immigré un étranger né étranger à l'étranger. Et l'INSEE retient soit une seule génération, celle la première qui a migré, soit 2 générations. Dans certains cas, on le verra, on peut retenir 3 générations. Alors, selon la définition que vous retenez, bien évidemment, la proportion d'immigrés est plus ou moins importante. Si on retient 3 générations, je suis un immigré. Parce que j'ai un grand-père qui est venu de Suisse alémanique. Bon. Donc, dans cette 3e définition, faire attention, il y a beaucoup d'immigrés. Deuxième chose au passage à souligner, c'est que la France refuse des statistiques ethniques. Alors, ça rend très difficile de mesurer à un moment donné les populations immigrées qui sont présentes. Alors, il faut contourner la réglementation française. D'autres pays, notamment anglo-saxons, n'ont pas ces états d'âme. Hein. Ils décomptent tout simplement. Bon, mais là, chez nous, on ne veut pas le faire. Alors, Jérôme Fourquet regarde les registres de baptême, non, de naissance dans les mairies et fait une approche par les prénoms pour voir quels sont les prénoms d'origine, par exemple, alors, arabe, musulmane, etc. Et il arrive à dire 18,5% des naissances, des prénoms dans une année sont plutôt d'origine musulmane. Bon, c'est un moyen d'approcher ce que l'on ne peut pas approcher directement et que déplorent des démographes de bon niveau et de bon calibre. En France, on n'applique pas
la recommandation de Peggy qui disait il faut accepter de voir ce que l'on voit. On pratique beaucoup le déni. Je m'arrête là-dessus. Parmi les pays européens qui auraient des problèmes, l'Italie, d'ici 40 ans, on pourrait très bien voir une Italie aux alentours de 35 millions. C'est peut-être un peu exagéré, mais elle est sur une trajectoire inquiétante. Nous allons avoir en Europe, nous avons déjà un âge médian élevé, 43 ans. Un âge médian élevé, 43 ans. Au passage, on le verra tout à l'heure, l'âge médian des Chinois est supérieur à celui des Américains. Donc ça veut dire deux choses, ça confirme que la Chine a des problèmes de vieillissement qui commencent, et ça veut dire aussi que les États-Unis s'en sortent beaucoup mieux que les autres pays occidentaux. On passe. Donc, nous avons en Europe 20% de plus de 65 ans contre 10% au niveau mondial. C'est-à-dire notre population vieillit plus vite que celle du monde. Alors ici, vous avez des évolutions par pays. On voit bien la convergence des pays européens. Première convergence, c'est le ralentissement des populations actives de 20 à 60 ans, hein, en France, qui descend à 41%, et vous avez la montée des plus de 60 ans. Et dans les quatre qui sont présentés ici, l'Italie est celui qui va avoir un croisement de ces courbes avant les autres. Depuis 2015, en Europe, les décès sont supérieurs aux naissances. En gros, nous allons vers un hiver démographique. Diminution de la population, vieillissement de la population, ce sont les deux caractéristiques. Et la diminution de population est masquée par les migrations. On l'a vu tout à l'heure quand on a vu l'évolution naturelle et la compensation ou la surcompensation par des immigrations. Alors, les conséquences du vieillissement, c'est un ralentissement de la croissance, parce que la croissance dépend de la population active. Hein, il y a un lien direct, même si l'investissement en capital permet d'accroître la productivité. L'importance de la population active est déterminante. Alors, la compensation par l'investissement dans le matériel, dans les machines, c'est ce qu'a fait le Japon. Parce que le Japon a bien vu depuis longtemps la diminution de sa population, mais il est hostile à l'immigration. Il est hostile à l'immigration, donc il a dû compenser cette immigration auquel il n'avait pas recours par une robotisation qui est parmi les plus élevées du monde. C'est le moyen de maintenir la productivité de façon à conserver un état-providence. Parce que, bien évidemment, le vieillissement, c'est aussi des dépenses de santé, d'accompagnement dans les EHPAD, de retraite à verser plus longtemps, etc. Par rapport à une population active qui diminue, il faut trouver des moyens de compenser cette diminution de population, sinon il faudra intervenir sur les retraites, ce qu'on a fait récemment en France. Ça veut dire aussi, l'autre menace après le ralentissement de la croissance, c'est la menace sur l'État-providence. L'État-providence, il y a un trop grand déséquilibre entre les populations qui ne sont plus actives et les populations actives. Bon, les moyens d'ajustement ne sont pas très nombreux. Il va falloir intervenir sur le montant des retraites, sur l'âge de départ à la retraite, ou bien sur les prélèvements sur la population active, mais vous risquez de déclencher une guerre civile entre générations.
si ça devient, si c'est considéré comme excessif. Alors, on n'en est pas là, mais ça fait partie des menaces qui sont derrière cette évolution démographique. Bon. Ce vieillissement, on le voit au niveau mondial, l'âge médian moyen était de 22 ans en 1965, il est passé à 31 ans aujourd'hui. Donc vous voyez que l'ensemble de la population mondiale connaît à peu près les mêmes caractéristiques. L'espérance de vie qui est de 72 ans aujourd'hui va monter à 77 ans en 2050. Et bien sûr, cette amélioration, qui est à la fois une bonne nouvelle, va contribuer au déséquilibre entre inactifs et actifs. Dans les accélérations, la France a mis 114 ans pour un doublement de sa population âgée. Et demain, pour doubler cette population, le Vietnam mettra 17 ans et la Chine 25 ans. Vous voyez l'accélération dans le vieillissement. Dans ce que vous présente Guy aujourd'hui, vous voyez le poids des dépenses de retraite. Et les variables, c'est la partie droite de la présentation, c'est le taux de croissance annuel du PIB, produit intérieur brut. Si le taux de croissance est faible, 0,7%, quasiment, vous allez voir des dépenses qui vont rester stables en valeur relative. Si jamais on réussit à avoir un taux de croissance plus élevé, 1,6, vous voyez que le poids des retraites, le poids relatif, diminue puisqu'on descend aux alentours de 12%. Donc, il faudrait réussir à maintenir un taux de croissance assez élevé pour compenser la modification de la pyramide de la population de façon à préserver notre État-providence. Voilà le défi. Et dans le même temps, les écolos vous disent, si vous voulez préserver la planète, il faut accepter la décroissance. Donc, il y a une sorte de contradiction entre ce qui serait souhaitable pour maintenir l'État-providence et ce qui serait souhaitable pour préserver l'avenir écologique de la planète. Bon, ça c'est un problème que les économistes aiment bien, c'est un problème d'optimisation. Vous ne pouvez pas basculer complètement d'un côté ou de l'autre, il faut arriver à concilier les deux. Donc, il faut que nos planificateurs soient capables d'explorer les différents systèmes, c'est-à-dire il faut identifier toutes les variables importantes, toutes les variables déterminantes, et bien sûr concilier les évolutions possibles pour que nous ayons des scénarios qui préservent à la fois la planète, son réchauffement, etc., et en même temps l'État-providence tel qu'il a été conçu dans notre pays et dans un certain nombre d'autres pays. Maintenant, Alors bon, qu'est-ce que c'est que cette jambe toute noire là? Alors attends. C'est une urgence, ça, non? Je vais sortir là. Non, là, nous avons les pyramides des âges par pays. Il faut regarder rapidement les pyramides, notamment si les pyramides ont une taille mannequin, c'est-à-dire un tour de taille faible, c'est dangereux parce qu'il n'y aura pas assez. L'Italie, par exemple, vous voyez le bas de la pyramide, c'est assez étroit. Donc, elle aura beaucoup de mal à financer son État-providence parce que le haut ressemble à un chapeau, il y a beaucoup de monde. En revanche, dans les populations actives, il y en a beaucoup moins, notamment si on compare au Royaume-Uni qui est à côté. Vous voyez, le Royaume-Uni, dans le haut de la pyramide, a à peu près le même problème, peut-être un peu plus élevé que l'Italie à résoudre. En revanche, en dessous, il a davantage de population active pour résoudre ce problème que n'en a l'Italie. Donc, pour bien cerner les problèmes dans les différents pays, il faut se pencher sur les pyramides des âges en sachant que ces pyramides n'évoluent que lentement.
c'est là qu'on retrouve tout le poids de la démographie, parce que modifier une pyramide, ça demande des décennies. C'est très lourd comme pesanteur et comme déterminisme auquel on ne peut pas se soustraire. C'est pour ça qu'il faut prendre en compte le plus tôt possible la démographie, et c'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que les politiques, notamment, ne le font pas assez, et on le verra tout à l'heure. Bon. Alors, les conclusions, nous étant dans les conséquences un petit peu de ce qu'on vient de voir, ben, c'est que les identités nationales sont menacées de disparition, sauf immigration, et surtout si les pays souffrent d'une émigration, c'est-à-dire d'une perte de leur population, parce qu'en général, la population que l'on perd, c'est la population la plus qualifiée. Et on le verra tout à l'heure pour le cas de la France. Et bien évidemment, l'autre conséquence, c'est en Europe, c'est le populisme, c'est les réactions que Dominique soulignait tout à l'heure, pas seulement de l'extrême droite, hein, on le voit en France, les gens, les citoyens qui estiment qu'il y a trop d'immigration, c'est à peu près 70%. L'extrême droite, c'est pas encore 70%. Ça fait beaucoup de monde. Et on n'est pas les seuls. En Italie, si Giorgia Meloni est là, c'est parce que les Italiens pensent la même chose. Un pays qui a viré il n'y a pas longtemps, c'est le Danemark. C'est aussi la Suède. La Suède qui a accueilli beaucoup de migrants jusqu'au point où il y a eu une révolution politique. Et elle a changé complètement d'attitude et de politique face à l'immigration. Donc, développement du populisme. Et il faut faire attention, le populisme, tant qu'il fait pression sur les dirigeants, il va peut-être dans le bon sens, en les obligeant à sortir du déni, à voir ce qu'ils ne voulaient pas voir jusqu'à présent, c'est-à-dire voir des évolutions, d'une part, et d'autre part, reconnaître que ces évolutions posent quand même problème. Hein, c'est ça le déni. Mais il faut réagir avant que ces extrêmes n'arrivent au pouvoir. Parce que là, ça peut provoquer de la casse. Et bien évidemment, ces évolutions provoquent un bouleversement dans la hiérarchie des puissances, parce que, qu'on le veuille ou non, ben, l'importance de la population contribue quand même, notamment via l'économie, à la puissance et à l'influence d'un pays. Alors, pourquoi ces évolutions en Europe? Eh bien, l'urbanisation, qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, le coût du logement et des services, c'est-à-dire le coût aussi d'avoir des enfants. Avoir des enfants, ça devient plus cher en ville qu'à la campagne. La campagne, il y a assez de pièces, etc. Tandis qu'en ville, il faut parfois changer d'appartement. Et donc, c'est quand même du coût du logement, des services, de l'accroissement de la famille. Et d'autre part, tout à l'heure, on a vu que la religion ne venait plus au secours des naissances, mais il en va de même du fait d'échapper à la pression familiale qui est plus présente dans les villages qu'elle n'est présente en ville, où on trouve beaucoup plus d'anonymat que dans les villages. Et ce phénomène d'urbanisation va s'intensifier. On pense qu'en 2050, 70% à peu près des populations seront en ville, seront des urbains. On pense qu'il y aura une trentaine de mégavilles de plus de 10 millions d'habitants. Vous voyez les évolutions vers lesquelles on va, et surtout en Asie de l'Est et du Sud. Effectivement, si Obama avait déclenché le pivot vers le Pacifique et l'Asie, c'est parce que demain, le centre de la population et le centre économique et peut-être même aussi juridique va basculer de l'Atlantique vers le Pacifique. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une tertiarisation de l'économie, mais là, je ne vais pas aller plus loin parce que l'Occident
et l'Europe pense qu'elle a été trop loin en termes de tertiarisation en laissant la Chine devenir l'atelier ou l'usine du monde, et on essaie de réindustrialiser en ce moment. Et d'autre part, on constate qu'il y a un déficit de femmes dans certaines régions. Alors, ce n'est pas le cas en Europe, enfin, dans la plupart des pays européens, mais c'est le cas en Chine. Vous savez qu'en règle générale, il y a 512 naissances de garçons sur 1000 naissances. Et quand la Chine a pratiqué l'enfant unique, il s'est trouvé que la proportion de garçons était plus importante. Alors pourquoi? Eh bien, il y a un proverbe chinois qui dit que élever une fille, c'est cultiver le jardin d'un autre. Bon, donc, vous avez l'explication qui est là. Et du déficit de femmes, vous aurez des conséquences, effectivement, sur l'accroissement de la population. J'en arrive maintenant à l'Afrique. Alors, l'Afrique, au début du XXe siècle, il y avait moins de 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, vous savez, on est à 1,5 milliard à peu près. L'indice de l'ICF était de 6,6% en Afrique dans les années 75-80. Il a diminué à 4,40 en 2015-2020, donc il est en diminution. Mais vous avez certains pays qui aujourd'hui sont bien au-delà. Le Niger, qui fait parler de lui en ce moment par ses coups d'État, en est à 6,9. Alors vous voyez le problème du Niger, qui doit digérer ses coups d'État, qui a un niveau de formation très bas et qui a un indice conjoncturel de fécondité de 6,9. 5,9 au Mali, 5,40 au Nigeria. Bon, et voilà des pays qui n'ont pas encore franchi la transition dont on parlait au début. Ceci étant, l'Afrique sera le continent le plus jeune. L'âge médian des Africains, c'est 19 ans et demi. Et les Africains ont des gains d'espérance de vie. Ils ont gagné 7 ans depuis l'an 2000. Ils étaient en retard, ils sont en train de compenser ce retard. Donc, si le problème de l'Occident, des Européens, c'est le vieillissement, là, nous sommes plutôt en plein rajeunissement. L'âge moyen de l'Afrique subsaharienne, 18 ans. La moitié de la population a moins de 25 ans. Donc, c'est à la fois une opportunité, le dividende démographique dont je parlais tout à l'heure. Soyons aussi honnêtes, avoir une population aussi jeune n'est pas de tout repos pour les dirigeants. Ça aurait même tendance à générer une sorte d'instabilité politique. Il n'y a rien de pire que les gamins pour faire des révolutions. Ce qui explique aussi pourquoi certains dirigeants africains laissent partir les jeunes. Alors, ils laissent partir leurs élites parce que c'est les mieux formés qui s'en vont, mais en même temps, c'est peut-être les plus turbulents. Donc, l'âge moyen le plus bas en Afrique subsaharienne, c'est 15 ans, et la population qui a moins de 15 ans, 40% de la population. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'anti-monde par rapport à l'Europe. Alors, en conséquence, je pense que cette jeunesse africaine doit être absolument prise en considération quand on regarde comment le monde évolue, notamment quand on regarde la compétition avec la Russie et avec la Chine. Quand on regarde la récente extension des BRICS, les BRICS, d'un seul coup, ont plus que doublé, en tout cas en nombre de pays, ils ont doublé. En poids économique et en poids démographique, ils ont augmenté considérablement.
Et cette extension qui s'est faite à Johannesburg il y a quelques semaines n'est qu'une première extension. Les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, ils étaient 5. Là, il y en a 6 qui sont entrés, mais c'est une première extension. Il y a 23 candidats qui sont à la porte. Par exemple, l'Algérie n'a pas pu intégrer les BRICS. Elle le souhaite. Et je pense qu'elle y parviendra. Ça veut dire que vous avez un concurrent de l'ONU qui est en train d'apparaître. C'est une nouvelle organisation du monde qui est en train d'apparaître face à l'organisation occidentale, américaine, post-1945. Et à l'intérieur de ces nouveaux BRICS, on a un rajeunissement qui est en train de se produire avec toutes les conséquences qu'on pourrait avoir au plan politique. Parce que les conséquences démographiques ne font qu'anticiper les conséquences économiques, qui ne font qu'anticiper les conséquences politiques qui sont derrière. Bon, je vous rappelle les nouvelles extensions des BRICS, c'est l'Arabie, les États arabes unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Argentine. Donc vous avez des pays qui sont un petit peu de tendances politiques différentes, mais disons que quand même, les inspirateurs, ça reste la Chine et la Russie, surtout la Chine. Ça permet aussi de donner un autre sens à la disparition de Prigojine. C'est une disparition, disons, opportune pour Poutine. Mais en même temps, Prigojine, c'était le patron de Wagner qui est très présent en Afrique. Une présence militaire, stratégique, économique, parce que Wagner aussi eh bien, travaille un peu comme les Chinois dans les routes de la soie, il pense aussi à eux en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise. Vous voyez, c'est un monde assez diversifié. Et d'autre part, vous avez les 7 coups d'État qui viennent de se produire depuis 2 ans en Afrique et qui peut-être seront suivis par d'autres. Autrement dit, une sorte d'instabilité politique est en train de s'installer au sein d'une zone éminemment dangereuse par l'évolution de sa population qui est en train d'exploser et un rajeunissement qui, s'il n'est pas accompagné d'une formation, ce qui semble être le cas, la formation n'est pas tout à fait au niveau de l'évolution de la population, peut être une source de déstabilisation dans le monde. Avec un problème particulier, c'est que l'Afrique est beaucoup plus proche de l'Europe que tous les autres continents. Bon, voilà sur les conséquences. Quelques coups d'œil sur les causes. Bon, nous avons des causes économiques, sociales, culturelles, mais l'enfant vu de l'Afrique est un investissement de substitution de l'État-providence, parce que l'enfant permet d'accompagner les Africains vieillissants et d'assurer la retraite et l'accompagnement en fin de vie de ces populations. Alors, elles ne sont pas très nombreuses en ce moment, puisque nous sommes en situation de dividende démographique, mais vous voyez, j'avais un ami un ami, Françoise l'a connu, Suchet, Philippe Suchet, hein, tu te rappelles, Suchet avait travaillé en Afrique et il m'avait parlé de l'allocation Braguette. C'était tout simplement, les Africains appelaient comme ça, le fait d'avoir des enfants, c'était d'assurer un état-providence personnel. Hein. C'était assez clair. Deuxième chose, vous avez le prestige pour un homme d'avoir beaucoup d'enfants. Alors une femme, ça se limite, 5, 6, mais les bons hommes, on peut avoir 13, etc. Si en plus vous avez plusieurs femmes, c'est valorisant pour les hommes d'avoir beaucoup d'enfants. Autrement dit, la transition démographique s'éloigne d'autant. S'éloigne d'autant. Ça veut dire que les hommes ne sont pas très favorables à cette évolution. Et
quand on sait que dans certains pays, au Tchad notamment, 70% des filles sont mariées à 15 ans. Autrement dit, à moins de 15 ans, il est difficile de s'opposer au pater familias. Après, les hommes savent que les femmes savent s'opposer, mais elles sont en situation de domination et elles ne sont pas prêtes de se faire entendre dans ces situations-là, dans ces cas de figure-là. Et il faut le savoir, sinon on ne comprend pas. On pense qu'elles vont prendre un certain pouvoir assez vite. Non, c'est pas le cas. D'ailleurs, dans nos cités qui sont très musulmanes, vous avez une pression assez extraordinaire qui pèse sur les filles. C'est bien pour ça, en partie, qu'il y a autant de voiles pour aller à l'école. Ce n'est pas nécessairement spontané et accepté. C'est parfois qu'on ne peut pas refuser. Donc, vous avez ces pressions qu'il faut connaître. D'autre part, dans ces cas-là, il y a peu d'éducation. Les accès à la contraception sont limités et les dirigeants ne s'opposent pas nécessairement aux attitudes patriarcales traditionnelles parce que ce serait dans un premier temps à court terme se mettre à dos les chefs de famille qui bien sûr influencent les élections lorsqu'elles ont lieu. L'impact de l'urbanisation tardera à se faire ressentir dans ces pays-là. Et bien sûr, ce que Stephen Smith a annoncé dans son livre La ruée vers l'Europe, eh bien, toutes ces causes pourraient se traduire par ces conséquences-là. C'est que les évolutions pourraient se traduire par des migrations vers l'Europe pour échapper, pour trouver un sort meilleur de la part de ceux qui migreraient et pour réduire la turbulence de la part des dirigeants qui les laisseraient ainsi partir et renonceraient en partie à l'exploitation du dividende démographique. Ce qui serait quand même souhaitable dans ces pays, pour justement exploiter ce dividende, c'est d'arriver à enraciner les élites, parce que si les médecins africains viennent en Europe, par exemple, en un an, la Tunisie a perdu à peu près 80% des médecins et des ingénieurs qu'elle a formés. Les médecins et les ingénieurs se sont retrouvés en France. Donc, il serait souhaitable d'arriver à les fidéliser. Bon, voilà pour, si vous voulez, l'Europe. Alors, question, Guy, est-ce que j'attaque la France ou est-ce que tu veux attaquer après un tour de table l'Assemblée? Alors, bon, on va vite arriver à la fin de notre session. Cependant, je pense qu'il faut quand même prendre le temps du débat. Moi, j'avais à dire aussi par rapport à ce que tu as énoncé sur l'Afrique, mais ça n'est pas vrai que pour l'Afrique, que les gros efforts qui sont faits pour l'éducation des femmes en Afrique, mais pas que en Afrique, en Inde également, et les efforts qui sont faits pour donner une dimension économique au travail des femmes, fait qu'on avance dans cette transition, alors évidemment à petits pas, mais c'est une tendance de fond. Et justement, c'est tout l'enjeu de tout cela, c'est de savoir quelle va être la vitesse d'avancée de l'éducation et de l'entrée dans le monde économique des femmes africaines. Oui. Pierre? Non, pas de... Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, quand tu as parlé de la qualité intellectuelle et de l'honnêteté des dirigeants dans certains pays,
et tu as donné comment dire, orientation avec je veux dire, le pragmatisme de laisser partir les jeunes qui, qui risquent de déstabiliser leur pouvoir. Il y a aussi une notion qui est très importante, et Guy l'a évoqué tout à l'heure, c'est la formation, c'est le niveau de culturation, excuse-moi du néologisme, des populations, qu'on retrouve en France d'ailleurs. Euh, quand on voit, quand on voit la façon de raisonner d'un certain nombre de personnes sur les grands problèmes qui nous occupent, c'est-à-dire les faucons yaka, problème, si on a un petit peu de niveau de réflexion, on sait bien que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais beaucoup de gens ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et euh, bon, notamment dans des pays comme l'Afrique, enfin, les populations africaines où la jeunesse est jeune, on a vu les statistiques, et où il n'y a pas un système éducatif capable de répondre à la demande de, de cette jeunesse, et euh, on n'arrivera pas, on n'arrivera pas, je vais dire, un dirigeant, euh, je crois comprendre que le dirigeant du Mali, Bazoum, a essayé de faire quelque chose, mais manifestement, sa garde rapprochée n'a pas voulu, parce il y avait le pouvoir, leur pouvoir qui risquait de partir. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai traduit. Et donc, on se trouve face à un sacré problème, euh, surtout dans ces pays-là, mais ça arrive chez nous, c'est d'avoir des jeunes qui sont inoccupés, qui sont pas formés, qui sont, comment dire, euh, orientés très facilement, hein, avec les jeunes qui se trimballent, manipulés, c'est le terme que je cherchais. La jeunesse nigériane ou malienne qui se trimballe avec des drapeaux russes, moi, ça me, je peux pas comprendre ça. Ça m'apparaît tellement gros que qu'il n'y ait pas des gens qui puissent comprendre que les problèmes ne se règlent pas comme ça par un coup de baguette magique. D'ailleurs, les dirigeants, au bout de 3-4 ans, ils sautent aussi rapidement que les précédents. Donc, la formation des femmes, la formation des hommes aussi surtout, est une des priorités. Euh, J'avoue que bon, je suis un petit peu pessimiste, mais on est, euh, on est à un virage euh, qui est assez, euh, qui est assez important, hein. Et ça gagne chez nous, je trouve, parce que je trouve qu'on a une population qui a un niveau de culture qui baisse, qui baisse. Alors, est-ce la faute de nos enseignants? Je mets pas tout, je mets pas tout dans le même panier, hein. Il y a aussi leur faute, c'est certain. Beaucoup d'enseignants n'ont pas de culture économique Oui, élevée, hein, mais, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont complètement réfractaires à, toute, à toute réflexion sur leur devenir. oui. Non. Quelques éléments de réponse. Euh, bon, sur les problèmes de notre société, il me semble effectivement qu'il y a un grave problème de transmission. Alors, par exemple, les jeunes lisent très peu. Or, la lecture, c'est la clé de l'acquisition des connaissances, du développement de l'esprit critique, de la culture, de l'innovation, etc. Donc là, il y a un premier problème.
Quelles sont les causes? Pour revenir dessus, disons que quand même les adultes qui n'ont pas transmis, n'ont pas su transmettre l'histoire, l'amour du pays, etc., et des croyances de substitution des grandes idéologies qui ont disparu. Ferry disait autrefois on mourait pour Dieu, pour la nation, pour la révolution. Aujourd'hui, on n'a plus de grande idéologie qui inspire. Il faut trouver quelque chose d'autre. On est centré sur soi-même et sur la consommation. Le pape François dit la même chose. Bon, c'est l'un des points d'accord, parce que sur pas mal d'autres choses, notamment l'immigration, on le verra la prochaine fois, je suis en plein désaccord avec lui, mais pas là-dessus. Si on revient sur la formation, première chose, autrefois, les dirigeants avaient tendance à dire former des gens, c'est former des révolutionnaires. Hein, si on ne les forme pas, ils sont plus sages. Attention, je pense que ça n'a pas totalement disparu. Ce qui veut dire qu'il y a des conflits d'orientation en Afrique. Il faudrait former pour se développer, mais il ne faut pas former pour déstabiliser. Comment on fait? Donc ça, c'est un problème. L'autre problème en Afrique, alors bien sûr, il faut choisir des modèles de développement. Il faut trouver des investisseurs internationaux qui accepteront soit d'investir, soit de financer. Alors si on vend du pétrole, on peut trouver, mais si on n'a pas de ressources à vendre, c'est plus difficile. Donc on aura ce premier problème à résoudre. Et si c'est difficile, il faut développer des coopérations avec des pays qui ont les moyens d'assurer un développement, mais encore faut-il accepter, remplir les conditions d'une coopération possible. Par exemple, l'Algérie en ce moment qui est en train de dire font la chasse à l'enseignement français dans leur pays en fermant des écoles privées parce qu'on n'y enseignait qu'en français. Bon, c'est pas comme ça qu'ils vont nous inciter à assurer un co-développement avec eux. Et c'est pas notre président qui ira dire que la colonisation est un crime contre l'humanité qu'on va nous inciter à financer tout ça. Hein, il faut faire attention, quoi. Bon, donc il y a ce problème. Mais je pense que l'un des gros problèmes, c'est tout simplement le fait que des États n'existent pas. Bon, il y a une apparence, il y a un président, mais c'est pas parce qu'il y a un président qui est capable de présider et qu'il a une administration capable de faire des études, de bâtir les politiques, les stratégies, etc., et de les faire appliquer sur un territoire étendu. Bien souvent, un pays, c'est une juxtaposition de tribus. Et quand l'Occident prétend s'ingérer pour construire un État, voire inspirer sa construction, on a l'Afghanistan. Les Russes y sont cassés les dents, les Américains aussi, et nous avec. Donc, la non-existence d'État. Alors bien sûr, ils ont un nom, ils ont un drapeau et ils ont un siège à l'ONU. C'est pas pour ça que ce sont de vrais États. Et je pense qu'en Afrique, on a, notamment subsaharienne, on a ce problème-là. Bon, je ne fais que le poser parce que... Mais on a ce problème. Dernier point, j'ai parlé à un certain moment des Cassandres et des Pangloss. Je voudrais donner un exemple français sur, si vous voulez, l'immigration. Bien souvent, et l'exemple, c'est François Héran, qui est démographe, professeur au Collège de France, personnage qui me déplaît par son comportement. Il dit, bien sûr, pour suivre l'évolution, il faut recenser le solde naturel. Je prends le solde naturel en France, en 2006, c'était plus 300 000, en 2017, plus 163 000. Vous voyez, ça ne fait que diminuer, le solde naturel. Alors il dit qu'il faut le compenser par le solde migratoire. L'immigration en France et l'immigration des Français à l'étranger. Alors si on prend le solde migratoire, celui-ci ne fait que se réduire. Il était 112 000 en 2006 et il est descendu à 58 000. Conclusion, le solde migratoire, 58 000 par rapport à un solde naturel 163, ça ne déséquilibre pas. On n'est pas en train de se métisser à grande vitesse. Sauf que si on prend le solde migratoire des immigrés, les immigrés qui viennent et les immigrés qui repartent, eh bien, il est positif de 191 000. Donc, si vous comparez aux 58 000, ça veut dire qu'il y a beaucoup de Français qui s'en vont. Alors, pour quelle raison? On peut voir. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez un sacré déséquilibre qui est masqué
par le solde migratoire. Vous voyez que dans la présentation statistique, il y a une malhonnêteté intellectuelle et en quelque sorte encouragée par un professeur au Collège de France. C'est pas la seule, enfin, c'est pas une bêtise qu'il fait. Je pense que tout ça, c'est pensé. Mais regardez, dans les Pangloss, y compris statistiquement, comme disait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même manipulées. Hein, vous savez ce qui passe. Bon, ben là, c'est pareil. Non, mais, bon, je m'arrête. C'est pour dire que l'approche objective de ces problèmes est quand même particulièrement délicate.